chapitre est intitulé Aide à la décision multicritère. Il concerne notamment l'optimisation multicritère, qui est basée sur un processus utilisant un ensemble d'informations pour pouvoir formuler un problème et prendre une décision sur un objet ou un ensemble d'objets parmi d'autres. Ce chapitre est composé de deux sections principales. Dans la première section, on va étudier les méthodes utilisées dans l'optimisation multicritère. Et puis dans la deuxième section, on verra les deux approches principales concernant l'agrégation classique et l'approche de surclassement. En commençant par la première section de ce chapitre concernant les méthodes multicritères, où je rappelle encore une fois que l'aide à la décision est un processus qui utilise un ensemble d'informations disponibles pour pouvoir formuler un problème et aboutir à une décision sur un objet précis ou bien sur un ensemble d'objets parmi d'autres. Dans le cadre de la décision multicritère, l'objet de la décision est composé par ce qu'on appelle un ensemble d'actions ou un ensemble d'alternatives. Et puis les problèmes réels peuvent être formulés à l'aide des méthodes d'analyse multicritère suivant trois formulations de base. La problématique de choix, notée P alpha, et puis la problématique de tri ou d'affectation, notée P bêta, et finalement la problématique de rangement, notée P gamma. On décrit sur ce tableau chacune de ces notions de problématique, en commençant par la problématique de choix, qui permet d'éclairer la décision par le choix d'un sous-ensemble aussi restreint que possible, dans l'objectif de choisir une seule action à la fin. Le résultat obtenu suivant cette problématique est un choix ou une procédure de sélection. Et puis la problématique de tri ou d'affectation, qui permet d'éclaircir la décision par un tri qui résulte d'une affectation de chaque action à une catégorie. Les catégories étant définies a priori en fonction des normes associées à la suite à donner aux actions qu'elles sont destinées à recevoir. Le résultat de cette problématique, c'est qu'elle permet d'effectuer un tri ou une procédure d'affectation. La troisième catégorie de problématique de rangement, elle permet d'éclaircir la décision par un rangement à la base d'un regroupement de toutes les actions ou seulement une partie des actions en classe d'équivalence ordonnée d'une façon complète ou partielle, suivant les préférences. Cette problématique résulte un rangement ou une procédure de classement. Je signale ici encore une autre problématique, P delta, qui permet d'éclaircir la décision par une description des actions et de leurs conséquences, ce qui permet d'avoir une description ou une procédure cognitive. On peut regrouper les quatre étapes principales du processus d'aide à la décision multicritère sur cette figure, où la première étape consiste à formuler un problème en se basant sur un ensemble d'informations qui sont déjà disponibles à un instant donné. Et puis la deuxième étape consiste à choisir une méthode multicritère appropriée après avoir déterminé l'objet de la décision qui est formé par un ensemble d'actions ou alternatives. La troisième étape consiste à implémenter l'ensemble des données et analyser les différents résultats associés aux performances des actions. Et finalement, à la quatrième étape, ce processus permet de prendre une décision relative au choix de la méthode multicritère utilisée et puis recommander une action ou un ensemble d'actions ou alternatives. Maintenant, pour la définition du problème, il faut avoir déjà une compréhension de la situation étudiée ainsi que le contexte et des acteurs indiqués dans la prise de décision. Je signale également que l'interaction avec les différents acteurs permet de comprendre le processus de décision, les enjeux, ainsi que l'objet de la décision et la nature de la décision à prendre. Il s'agit donc de définir la nature du problème posé en le formulant soit en une problématique de choix, de tri ou bien de rangement.
Et puis, la détermination de l'objet de la décision consiste à identifier l'ensemble des actions ou alternatives sur lesquelles va porter notre décision. Passons maintenant à l'analyse des conséquences qui permettent de déterminer les critères. Alors, pour la mesure des conséquences, il s'agit d'identifier ou bien de mesurer les conséquences des actions sur lesquelles va porter notre décision. Et à la base des conséquences de ces actions, on peut bien construire l'ensemble des critères pour la comparaison des actions ou alternatives. Il faut signaler également qu'une action a plusieurs conséquences, et donc la conséquence d'une action selon un critère donné est évaluée par une fonction notée G, définie sur l'ensemble A des actions ou alternatives potentielles, de telle sorte qu'il soit possible de raisonner ou de décrire le résultat de la comparaison de deux actions A et B relativement à partir des valeurs de G de A et G de B. Alors, pour l'évaluation de l'action, on peut considérer un ensemble de critères, notamment les vrais critères et le pseudo-critère. Pour le vrai critère, et en considérant deux actions A et B à comparer, on aura deux situations possibles. Le premier cas de l'indifférence et le deuxième cas de la préférence stricte. On peut remarquer que cette vision est peu réaliste car une simple différence entre les deux performances n'est pas trop significative d'une préférence stricte. Et puis on a le deuxième ensemble de critères, c'est ce qu'on appelle le pseudo-critère. Alors cette relation aboutit à un surclassement entre les actions A et B. Et dans ce cas, on peut dire que l'action B surclasse l'action A. Maintenant, en introduisant les seuils, qui peuvent être des constantes ou bien des fonctions en termes de G, on obtient ces deux relations qui font intervenir le seuil d'indifférence et le seuil de préférence. De plus, la situation non couverte par ces deux éventualités est précisée dans cette relation qui correspond à une situation d'hésitation appelée préférence faible et qui figure entre l'indifférence et la préférence stricte. On peut maintenant regrouper l'ensemble des situations qu'on vient de citer dans ce tableau récapitulatif où la situation d'indifférence correspond à l'existence de raisons suffisantes pour une équivalence entre les deux actions. Cette relation est associée à un caractère symétrique et réflexif. La notion de symétrie signifie que toute action A est indifférente par rapport à elle-même. Et puis la notion de réflexivité signifie que si l'action A est indifférente par rapport à B, alors l'action B sera également indifférente par rapport à l'action A. La deuxième situation de la préférence stricte correspond à l'existence de raisons suffisantes pour une préférence significative en faveur de l'une des deux actions. C'est une relation symétrique, mais pas réflexive. C'est-à-dire que si une action A est strictement préférée à une action B, alors on ne peut pas dire que l'action B est strictement préférée par rapport à l'action A. La troisième situation de la préférence faible correspond à l'existence de raisons qui impliquent une préférence stricte en faveur de l'une des deux actions, mais ces raisons ne sont pas suffisantes pour déduire une préférence stricte en faveur de l'autre, ou bien pour déduire une indifférence entre ces deux actions. Cette relation ne possède ni la propriété de symétrie, ni de réflexivité. Et puis la dernière situation concerne l'incomparabilité entre deux actions. Ce cas correspond à l'absence de raisons suffisantes qui justifient l'une des trois situations précédentes. Et c'est une relation qui est caractérisée par la propriété de symétrie, mais elle n'est pas réflexive. Maintenant, pour l'étape du choix d'une méthode multicritère, elle dépend de la nature du problème posé. Et donc, on peut choisir soit un vrai critère pour une procédure de sélection ou une procédure de classement, ou encore on peut choisir un pseudo-critère suivant la nature de chaque problème, pour la sélection, l'affectation ou bien le classement.
Maintenant, une fois que l'analyse des conséquences des actions a permis de construire plusieurs critères, on peut donc utiliser l'analyse multicritère qui permet de donner des réponses aux problèmes posés. Et puis, pour chaque action considérée et pour chaque critère, on peut utiliser un seuil de préférence P et un seuil d'indifférence Q et puis un seuil de veto V. De plus, on peut associer chaque critère à un poids qui traduit sa contribution dans la décision finale. Passons maintenant à l'agrégation des critères et l'analyse multicritère, où on peut distinguer entre deux approches, en commençant par l'agrégation classique, qui se base sur l'agrégation des critères de décision en un critère unique, représenté par une fonction V. Et puis, à travers cette relation de synthèse, on peut élaborer une prescription suivant l'une des problématiques de choix, ou bien la problématique de tri, ou encore la problématique de rangement. Généralement, la fonction V peut prendre deux formes. Une agrégation par somme pondérée, ou bien une agrégation additive, où les deux formules font intervenir les poids Kj et les fonctions monotone Vj. Pour la deuxième classe d'agrégation, on peut noter l'approche de surclassement qui fait l'objet des méthodes électres qu'on va étudier dans le chapitre suivant. Et c'est une approche basée sur la construction sur l'ensemble des actions A, une certaine relation de surclassement global qui enrichit la relation de dominance. Elle permet donc de modéliser la part des préférences globales que l'on est en mesure d'asseoir de façon suffisamment probante. Je précise que cette relation S est construite à l'aide d'un test de surclassement appliqué à toutes les paires d'actions de l'ensemble A. Et dans le chapitre suivant, on verra que les méthodes électres utilisent une relation de surclassement pour l'agrégation des critères de décision.